De vous retrouver autour de ce plateau du débat du dimanche, le décryptage de l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler du dialogue politique au Burkina Faso avec comme facilitateur le président Compaoré lui-même. Nous allons également parler de cette historique marche contre l'autonomie, le fédéralisme dans les régions nord du Mali, une marche qui aura été une réussite. La mission du Fonds monétaire international et le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Des questions qui seront abordées par nos invités. Etienne Fakaba Sissoko, économiste chargé de cours à l'université de Bamako. Alexis Kalambri des Échos. Adama Dramé, le Sphinx, et Chana Takiou de 22 septembre. Burkina Faso, le dialogue politique souhaité par le président Compaoré a débuté cette semaine. Il porte sur la question de la limitation du mandat présidentiel. En face à face, donc, se trouve la délégation de la majorité et celle de l'opposition. Et dans le rôle de facilitateur, le président Compaoré lui-même. À l'issue de cette première séance, notre correspondant à Ouagadougou a recueilli quelques réactions que nous écoutons ici. Nous avons naturellement salué cette idée et ce cadre proposé parce que nos formations de la majorité, nous avons toujours été disponibles et ouverts pour le dialogue. L'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés. Pouvons nous surmonter, faire comme les devanciers. Nous sommes tous là, il y a Ramela, il y a certains nombre de politiques qui ont connu des crises dans ce pays-là. C'est parce que nous avons accepté de dialoguer qu'il y a cette situation que nous vivons. Que chacun en fasse un maître mot. Parce que le dialogue est le cœur, la base, c'est la substance de la démocratie. Voilà, Chana Takiou, on le voit, Blaise Compaoré, après avoir été médiateur dans les crises au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, et facilitateur dans son propre pays. C'est étonnant, moi ça m'étonne, hein. C'est un dialogue de dupes, c'est du dilatoire, parce qu'il y a deux camps. J'allais dire trois si on considère le Front républicain, mais limitons ça à deux camps, la majorité et l'opposition. Et leur divergence est fondamentale. Et leur divergence porte sur des intérêts personnels de Blaise et non des intérêts du peuple burkinabé. Parce qu'il s'agit de la reconduction de Blaise Compaoré comme chef de l'État, à travers l'article 37 qu'on veut sauter, pour lui permettre un troisième mandat. Si c'était des questions relatives au développement du Burkina Faso, au développement socio-économique du pays, Blaise aurait pu être un bon médiateur. Mais il est médiateur dans une question qui le concerne lui-même. Il est partie prenante. Quelle médiation il peut faire dans cette affaire-là? S'il peut résoudre la crise, c'est très simple. Il déclare publiquement qu'il n'est pas intéressé par un troisième mandat, c'est terminé. D'accord. C'est terminé. On va en parler. C'est terminé. Tout au long de non, c'est du dilatoire ça. Etienne Fakaba Sissoko, Blaise, médiateur lui-même dans cette crise, vous n'y croyez pas? On ne résout pas un problème avec les personnes qui l'a créé. Aujourd'hui, il y a problème à cause de Blaise. C'est la personne uniquement de Blaise qui est en cause. Et c'est pourquoi il y a ce rassemblement. Mais moi, ce que je trouve étonnant dans tout ça, c'est l'absence de la société civile, qui, dans ce genre de situation, a un rôle primordial à jouer. Donc, faire une rencontre autour de ces questions, sans pour autant faire appel à la société civile, faire appel aux autorités religieuses, qui sont également contre toute forme de révision constitutionnelle, même si, à l'image du Congo, ils n'ont pas fait de déclaration publique pour se prononcer clairement par rapport à ces questions.
il est clair que c'est le peuple burkinabé, dans sa large majorité, qui ne veut plus que Blaise se représente. Donc, je me dis, on peut renouveler ces rencontres-là, mais à quelle fin? Pour quel résultat? Parce que le problème étant Blaise lui-même, il faut qu'il parte pour que le calme revienne. Sur la société civile, quand même, la position de l'Église catholique, elle est connue. Dramé, votre appréciation de tout cela, un premier commentaire? Non, Blaise, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Blaise, comme mes deux confrères l'ont dit avant, le problème de l'article 37 concerne que Blaise Compaoré lui-même. Donc il ne peut pas être jugé parti. Et je crois que Blaise aujourd'hui est en train de jouer sa dernière carte. Parce que Blaise aujourd'hui se trouve dans la même situation que Abdoulaye Wade en 2012, je crois. Parce qu'aujourd'hui, c'est les anciens compagnons de Blaise qui ne veulent même plus partir avec lui. Donc je sais qu'il risque de forcer le référendum, mais aujourd'hui, la question, il ne s'agit pas d'une question de légalité. Je crois qu'il s'agit d'une question d'opportunité. Blaise aujourd'hui a fait 27 ans au pouvoir. Vraiment, s'il a l'amour de son pays, je pense, à mon envie, il doit se retirer. Okay. Alexis Kalambri, sur la question. Alors, il y a deux lectures. D'abord, Blaise ne s'est jamais prononcé clairement pour dire il est favorable ou pas. Mais au vu de ce qui se passe, c'est une réponse, il est favorable au déverrouillage. Sinon, il n'aurait pas mis en place une commission de dialogue, comme les autres l'ont dit, surtout que c'est lui seul qui est le problème. Donc, le fait d'avoir mis une commission avec deux présidents, Assimi et Diabré, pour le dialogue, veut dire déjà qu'il est, en tout cas, favorable à un dialogue et qu'il a plus tendance pour le déverrouillage. La société civile burkinabé a été très active et ils sont même ils sont partie prenante au dialogue. Ce que je voudrais dire, c'est que le cas burkinabé est très complexe. C'est-à-dire, vu sous l'angle burkinabé, c'est tranché. La majorité, à la limite, veut que Blaise s'en aille. Mais dans la sous-région, et je pense que c'est surtout ça qui le freine, pratiquement la majorité des pays de la sous-région travaillent à ce qu'il reste encore. Justement, par rapport à ça, on a pu recueillir un commentaire sur la page Facebook du débat du dimanche, une réaction assez... voilà, c'est la réaction de Soumaïla Diallo qui dit « Si Blaise Compaoré s'en va, la situation du Burkina Faso sera comme celle de la Libye après Kadhafi. » Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. Les cimetières en sont pleins. Il n'y a pas d'homme providentiel. Blaise quitte. Il y a des hommes compétents, peut-être plus compétents. C'est Soumaïla Diallo. Okay. Oui, à travers toi, je réponds à Soumaïla Diallo. Est-ce que vous voyez? Okay. Les cimetières en sont pleins. Blaise quitte. Il y a des gens compétents, sinon plus compétents que lui, qui pourraient continuer la marche du Burkina Faso vers un développement meilleur. Non! Ce qu'il n'a pas fait durant ces 27 ans, qu'est-ce qu'il va faire encore? Vraiment de grâce. Il ne faut pas qu'on nous distraire pour dire que les pays de la sous-région ne veulent pas. Quel pays de la sous-région s'est prononcé sur ça? Qu'est-ce que le Mali a dit? Le Niger a dit quelque chose? Même la Côte d'Ivoire, qui sont des amis de Blaise Compaoré. Non. À un moment, la Côte d'Ivoire a voulu faire la médiation. La médiation, mais la Côte d'Ivoire n'a pas demandé que Blaise reste. Non, il faut qu'on respecte les principes démocratiques les plus élémentaires. Il faut qu'on aille vers une alternance au Burkina Faso. Le Burkina Faso en a besoin pour son développement, pour sa crédibilité. Ok, justement, Etienne Fakaba Sissoko, l'inquiétude de Soumaïla Diallo peut s'expliquer quand on regarde le cas libyen, le cas égyptien, le cas tunisien. Après le départ de ces présidents-là, c'est des pays qui sont tombés. Je crois que le problème du Mali est en train de demeurer encore parce que Blaise a laissé son pays comme étant base arrière du MNLA pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui est annoncé par Soumaïla, je pense que Blaise est même la source de problèmes aujourd'hui pour certains États comme le Mali. C'est pourquoi moi j'ai hâte justement qu'il parte pour que nous puissions régler les plus hautes autorités du Mali n'ont jamais dit ça. C'est Etienne Fakaba qui l'a dit. Et Etienne Fakaba le maintient qu'aujourd'hui,
les preuves sont établies. Je le soutiens, Etienne. Les preuves sont établies. Pour une fois. Merci, Chara. que le Burkina Faso a été utilisé par le MNLA comme étant base arrière pendant de longues années. Et aujourd'hui, c'est malheureusement ce soutien du Burkina Faso, pas du peuple burkinabé, mais du Burkina Faso en tant que pays, qui a permis au MNLA de se construire et d'attaquer le Adam Andramé, avant de donner la parole ce n'est pas à le même contexte que le contexte libyen. Je suis désolé. Aujourd'hui, le Burkina, ce n'est pas un problème de race, de religion, de trucs. Non, c'est une question de démocratie. Mais Kadhafi est parti. Non, il y a ce n'est presque pas le même cadre. Kadhafi. Ce n'est pas le même cadre. Non, c'est pas le même cadre. Contre la volonté de son peuple. Non, on laisse Aujourd'hui, c'est le peuple. Jeanne, vous n'avez pas la parole. Aujourd'hui, c'est le peuple burkinabé qui doit décider de son sort. Il y a les règles qui sont établies. Il n'y a pas de raison qu'on les change. Je veux bien Blaise assez jeune, il a 63 ans. Mais je crois qu'après 27 ans, on ne peut plus rien apporter à son pays, franchement. Oui, Alexis, est-ce que les gens n'accablent pas Blaise? Il ne s'est pas encore prononcé, il n'a pas dit qu'il est candidat. Sa posture montre qu'il est intéressé en tout cas. Et est-ce qu'il faut qu'il reste? Non. Il faut que Blaise parte. Maintenant, je pense que Chahana ne m'a pas compris. Un État ne peut pas demander qu'un président reste. J'ai dit, au vu de la géopolitique, au vu de certains comportements, voilà. Mais effectivement, comme il l'a dit, il n'est pas le Messie. Le Burkina a la chance d'avoir des hommes politiques qui sont sur l'échiquier depuis des années. Ils ont une société civile forte, c'est une société bien structurée. Avec ou sans Blaise, le Burkina va marcher. Et c'est vrai, je pense que Blaise a besoin d'assurance. Ce n'est pas que le cas malien. Il n'y a pas eu de crise dans la sous-région où son nom n'a pas été cité. Et si vous vous baladez à Ouaga, vous verrez tous les rebelles et tous les bannis de la sous-région. Puis on se moi, je crois que Blaise, quand même, s'est déjà prononcé par rapport à sa candidature, hein, parce que la lettre qu'il a envoyée est bien spécifique. Il dit qu'il propose la révision de la Constitution qui est possible, c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'il veut, lui, dévouer. Ouais, il a même répondu une fois à Obama là, qui dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'un forme d'institution. Mais également, on peut être d'accord avec lui, sans homme fort aussi, il n'y a pas d'institution forte. Ça, c'est le Mali, ça, c'est l'Afrique. D'accord. Il faut aller à l'élection. La question que je voulais poser aujourd'hui, compte tenu de la géopolitique de cette sous-région qui est plus ou moins instable, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali qui vient de crise, on n'a pas intérêt, personne n'a intérêt que le Burkina puisse, qu'il y ait instabilité au Burkina Faso. Mais pour qu'il n'y ait pas de stabilité au Burkina, il faut que Blaise se retire. Le problème de Blaise, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas assuré sa relève. Au niveau de CDP, il n'y a pas de relève possible. Il n'a pas donné le temps à certains de ses membres. Aujourd'hui, il est sûr et certain qu'en cas d'élection, soit on revient sur Djabré, ou bien l'autre là devient président de la République. Et la démonstration justement de l'opposition lors de la dernière marche est une preuve que si Blaise reste, il y aura forcément des problèmes. Donc le problème, et la sous-région, comme vous l'avez dit, n'en a pas besoin. Ok, deuxième thème de cette émission, on va justement parler du Mali, les uns et les autres, aborder la situation au Mali, non à l'autonomie, non au fédéralisme et à toute forme d'indépendance. Tels étaient les principaux slogans scandés au cours d'une grande marche pacifique organisée jeudi dernier à Bamako. Des milliers de Maliens ont répondu à l'appel de 42 associations de la société civile. La marche qui est partie de la place de la Liberté a convergé vers le monument de l'indépendance. Nous écoutons ici des extraits de cette marche pacifique de jeudi dernier. L'Union nationale à travers du Mali, qui a donné son mot d'ordre à ses militants de participer massivement à cette marche, reste dans un Mali indivisible, démocratique, laïque et social, et s'oppose à toute partition de la République du Mali. Toute forme d'indépendance, quoi qu'elle soit. On a décidé de se lever comme un seul homme et dire non au fédéralisme, dire non au statut particulier du Nord, dire non au régionalisme, dire non à l'autodétermination. Parce que tout ça, si nous acceptons, ça va amener à une indépendance un jour. Voilà des réactions que nous avons prises au niveau des manifestants. Etienne Fakaba Sissoko,
d'abord sur la mobilisation de cette marche. De mémoire de Maliens, jamais après les événements de 90, aucune marche n'avait aussi drainé du monde à Bamako, selon beaucoup d'observateurs. Personnellement, je n'ai pas été surpris. J'ai été dans presque toutes les phases de l'organisation de cette marche et je peux vous rassurer aujourd'hui que, contrairement à l'idée qui se répand de plus en plus que c'était une marche de soutien à telle ou telle personne, que c'était une marche de soutien pour l'indivisibilité du Mali. Et que ceux-là qui retrouvent, heureusement ou malheureusement, leur compte dedans peuvent s'en réjouir. Mais quant à la mobilisation, il faut reconnaître qu'il y avait toutes les composantes de la société malienne, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, que ce soit vous avez entendu tout à l'heure le syndicat national des travailleurs. Donc, avec cette diversité, c'est un signal. Un signal qui, à l'endroit de trois entités, d'abord aux négociateurs, pour leur signifier que nous suivons ce qui se passe à Alger. Et qu'il n'y a pas question aujourd'hui qu'on engage le Mali sur un statut qui ne l'arrange pas. Deuxième message au niveau de la communauté internationale, que c'est ce que le Mali souhaite, c'est ce que le Mali demande. Mais ce que je trouve déplorable malheureusement, c'est de marcher pour dire non au fédéralisme, non. On aurait dû marcher par contre pour dire voici ce que le Mali propose. Voici ce que l'État du Mali propose. Mais malheureusement, encore une fois de plus, avec la communication chaotique du gouvernement, nous ne savons malheureusement pas ce que nous avons. Vous avez vu récemment à l'Assemblée nationale, on a fait passer une loi sur la régionalisation qui, jusqu'à présent, les citoyens n'ont pas connaissance de tous les enjeux. D'accord, on va parler du signal lancé par les manifestants. Mais déjà, par rapport à la mobilisation Chana, on pensait que les marches à Bamako, les marches au Mali ne pouvaient pas aussi drainer du monde. Il y avait un relâchement à ce niveau-là, mais paradoxalement, et heureusement d'ailleurs, les gens sont sortis massivement ce jour-là. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement, cet engagement, cette fibre patriotique des Maliens à ce niveau précis? Bon, tu me permets de paraphraser ATT qui dit... Peut-être parce que l'heure est grave. Il dit, tu me permets par rapport à ça de paraphraser ATT qui dit ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Je pense que ce qui explique cette grande mobilisation des Maliennes et des Maliens, ce sont, si vous me permettez l'expression, les Maliens du Sud. Les Maliens du Sud qui sont sortis massivement. Il y a des Maliens tout plus que j'ai dit que tu le veuilles ou pas, dans un pays, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Mais il n'y a pas de Maliens du nord, Maliens du sud. Il y a Maliens tout court. J'ai dit, Etienne, laisse-moi mon vocabulaire. Il y a Maliens tout court, mais nous sommes dans une situation précise. Pour bien expliquer souvent certaines choses, il faut prendre de telles formules. Donc laisse-moi continuer. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, c'est pour moi, c'est pour prouver à la face du monde, aux Maliens, de façon générale, que le Mali, même ceux du Sud, parce que souvent, certains parents d'Étienne pensent que la question du Nord est une question de nordistes. C'est pourquoi j'ai fait exprès de dire les Maliens du Sud. À travers cette marche-là, on constate que ce n'est pas une question de nordistes, c'est une question de Maliens tout court. C'est les Maliens du Nord, du Sud, de l'Est, les Maliens dans leur ensemble qui ont marché pour dire non, 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 non. Non, non, non. Pour dire oui à l'unité du pays. Oui à un Mali indivisible. D'accord. On peut abonder dans le même sens que Chana et Alexis. Lors de cette marche, on a vu l'opposition politique et la majorité marcher côte à côte. On a vu les centrales syndicales, on a vu les différentes confessions religieuses. Effectivement, c'était le Mali un et indivisible qui a marché ce jour-là. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de symboliques et des images fortes. On a vu les religieux, toutes confessions confondues ensemble. On a vu les partis politiques ensemble, on a vu les syndicats ensemble. Les gens ont su, le temps d'une marche, le temps de l'affirmation d'une valeur supérieure, taire leur divergence du moment, mettre sous le boisseau des oppositions temporelles pour, disons, se battre pour l'unité nationale. Je pense que c'était une forte symbolique et
l'autre symbolique de cette marche, c'est que effectivement, ça arrivait à un moment où, d'abord, il y avait la suspension des pourparlers à Alger sans qu'on sache à quel point ils sont exactement. Et deuxièmement, il y avait cette rencontre aux Nations Unies à New York. Donc je pense que ça tombait à un bon moment et tous ceux qui ont fait une bonne lecture ont vu quand même que les Maliens tiennent au Mali, à l'unité du Mali. Ok, Adam Dramé. Moi je dis mieux vaut tard que jamais parce que depuis le début de ce conflit, en tout cas depuis l'avènement du nouveau gouvernement, tous les jours les Maliens devaient sortir pour marcher. Aujourd'hui, je vois certains confrères s'attaquer à des personnalités étrangères. Mais ce qui est sûr et certain, la feuille de route qu'on a envoyée, que le Mali a envoyée à Alger, a été laissée à l'appréciation du président Bouteflika. Comme la lettre a été envoyée avec une lettre dans laquelle Ibeka donne les pleins pouvoirs à Bouteflika. Et là, c'est là que c'est inquiétant. Je suis d'autant plus satisfait de cette grande marche. J'ai entendu qu'on a parlé de 3 000 sur RFI. Je suis désolé, il y avait plus de 15 000 à 20 000 personnes. Non, là, le confrère, il est passé à côté. Voilà, complètement à côté. Ouais. Donc, je dis que normalement, tous les jours, nous devons marcher pour dire non à l'opinion internationale, non même au gouvernement, qui a beaucoup transigé, qui a libéré tout le monde. Les assassins ont été libérés. Nous avons fait énormément d'efforts et je crois que maintenant, il faudrait qu'ils arrêtent. Ok. Maintenant, en termes de message de signal, à qui peut être adressée cette forte mobilisation? Est-ce au gouvernement malien? Est-ce la délégation malienne qui est présente à Alger pour dire si vous signez quelque forme d'autonomie que ce soit, vous allez nous trouver sur place ici à Bamako? À qui est-ce que le message était adressé? Non, moi, je pense que le message est adressé principalement aux mouvements armés. Deuxièmement, il est adressé à la communauté internationale, ou du moins ceux qui sont soupçonnés d'aider les mouvements armés pour l'autonomie ou pour une hypothétique république de l'Azawad. Le message est adressé à ces gens-là. En ce qui concerne le gouvernement du Mali, il a été très clair qu'il n'y aura pas d'autonomie, qu'il n'y aura pas de fédéralisme. Ne faisons pas un mauvais procès au gouvernement par rapport à ce point-là. Ça a été très clair. Donc le message, encore une fois de plus, est adressé aux mouvements armés et à ceux qui sont soupçonnés d'aider les rebelles pour une fantomatique république de l'Azawad. Oui, moi je crois que c'est, disons, la communauté internationale se retrouve énormément dans cette marche et surtout que personne ne peut soupçonner d'une certaine manipulation vu la composition, vu les hommes de valeur qui étaient dans cette marche. Qui ne sont pas susceptibles d'être manipulés par qui que ce soit. Et parce que j'ai eu le temps de discuter avec des diplomates qui... et j'ai compris que de bonne foi, il y a des chancelleries qui croyaient que peut-être à Kidal, il y avait une vraie velléité d'indépendance, une volonté d'indépendance des populations. Mais quand ils ont vu les marches à Gao, à Tombouctou et à Bamako, ils se sont dit finalement c'est peut-être une manipulation d'une minorité. En ce sens, la marche a porté. Parce que de bonne foi, certains croyaient effectivement qu'au nord, il y a des gens qui voulaient cette autonomie. De mon point de vue, au-delà des bandits armés et de la communauté internationale qui a voulu banaliser cette marche en parlant de 3000 manifestants sur RFI, et je dis que le message s'adresse d'abord aux Maliens des autres localités qui ont emboîté le pas pour dire voici ce à quoi nous nous dirigeons. Voici ce que Bamako pense de cela. D'ailleurs, la marche a été enclenchée par Gao, c'est Gao qui a donné le ton. Et ce matin même, Caille également a marché. Donc, pour dire à l'ensemble... Sikasso également a marché. Donc, pour dire à l'ensemble des autres régions, vous devez vous mobiliser pour dire non à tout cela. Mais c'est aussi un message adressé à Chana et son gouvernement, qui aujourd'hui sont en train de nous embourber dans un schéma de référendum. Chana a d'ailleurs même fait un article là-dessus. Le référendum où on demande d'aller faire un référendum dans les régions du Nord. Faire un référendum dans les régions du Nord suppose chambouler toute la Constitution. Est-ce que quelques régions peuvent changer la Constitution de tout un État? Je dis qu'il faut être sérieux et
ne pas justement céder à cela. Donc la marche, c'était aussi pour dire non au référendum parce qu'il n'y a pas lieu de faire un référendum autour de cette question. Dernier message à adresser, c'est au président de la République et à son médiateur, et au médiateur de la République du Mali, qui aujourd'hui se trouvent dans une situation où ils sont tentés de céder aux pressions. Donc c'est pour leur dire que nous leur soutenons au-delà de tout bord quand il s'agit de l'intégrité du Mali, que nous sommes en un seul homme. Qu'au-delà de nos diversités, nous défendons une seule chose, le Mali. Ok, connaissant Chana, il va réagir, mais juste le temps de donner la parole à Dramé. Tu vas répondre à Etienne après. Adam Dramé. Moi, Chara, je le dis, je le répète, le président Ibeka a donné carte blanche à Bouteflika. Son ministre des Affaires étrangères a été très clair et il y a une dépêche de l'AFP qu'il a maintenue. Donc, je ne veux pas rentrer dans une polémique. Ça veut dire, aujourd'hui, ceux qui nous représentent à Alger ont d'énormes problèmes. Parce que la feuille de route, on a laissé l'appréciation de cette feuille de route à Bouteflika. On lui donne même le pouvoir de transformer certains trucs là-dedans. Je suis d'accord avec lui que le président de la République a été sans équivoque par rapport à l'intégrité territoriale du Mali, à la laïcité, etc. Mais aujourd'hui, il y a un problème. C'est pour cela, jusqu'à présent, c'est une négociation à choc. Ok. Chana, rapidement, avant de continuer. Merci beaucoup. Il a rectifié une bonne partie parce que les Etienne veulent toujours accuser le président de la République, le gouvernement, dire des contre-vérités sur eux. Le gouvernement n'a jamais parlé de référendum. Le référendum, c'est l'éditorialiste du 22 septembre, Chana Takiyou, qui a parlé de vivement le référendum. Certainement, tu as lu le titre, là, mais celui qui a lu mon édito, et je le dis sur cette table qui était là. Pourquoi le référendum? Pourquoi le référendum? Je l'ai expliqué. C'est un point de vue. Je suis un journaliste indépendant. Je ne suis pas comme toi qui va voir votre point de vue. Non, pourquoi les référendums? Pourquoi vous avez fait un édito sur le référendum? Je fais un édito pour dire vivement le référendum parce que les négociations butaient sur le référendum. Je dis alors, si on ne peut pas avancer, faisons le référendum dans la région de Kidal, Tombouctou, Gao, pour montrer à la communauté internationale que ces gens-là ne représentent rien. Parce que pour accepter le référendum, un principe de base universel voudrait qu'on consulte les populations. J'ai dit alors, consultons les populations du Nord. Pour que vous et nous, pour que la communauté internationale, pour que tout le monde sache que ces gens-là ne parlent pas au nom des régions du Nord. J'ai eu une réaction, plusieurs réactions, certaines positives, d'autres choses des inquiétudes. Moi, je propose, je dis ce que je pense. Je propose, c'est mon devoir, c'est mon rôle en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste. Mais de grâce, les idées ne sont pas celles du gouvernement. Je n'ai rien à voir avec le gouvernement. On avance dans cette émission, justement, sur la page Facebook de l'émission. Et cette réaction de Amsala, le pacificateur, qui dit « La grande manifestation de jeudi dont seul Allah peut établir le nombre exact, témoin du sens élevé de patriotisme des Maliens, à n'égouber aucun projet d'autonomie. » On parlait également des manifestants. On en a trouvé un parmi la foule qui, sur ses plus de 80 printemps, est encore actif, jeune. Il pense que les Maliens ne doivent pas s'arrêter à ces différentes marches. Il propose, nous l'écoutons. Mais ce qui serait mieux, c'est que les jeunes de toutes ces régions du Sud rejoignent un jour les jeunes de Tombouctou et de Gao. Et qu'ensemble, drapeau blanc en main, ils marchent sur Kidal, dans l'adra des Iforas, pour dire à nos frères, nous sommes opposés à notre séparation. Voilà, Alexis Kalambéry, en somme, une façon, comment transformer c'est en substance cette proposition de Ali Nouroum Diallo, du mouvement démocratique. Ce qu'il faut d'abord saluer chez Ali, c'est que c'est un militant, un militant qui défend toutes les bonnes causes. Et je me demande s'il y a eu des marches à Bamako où il a été absent. Ça, c'est à saluer. Il a des convictions et il les défend. Et effectivement, ces propositions me semblent vraiment bonnes. Je pense que nous sommes à un niveau où il faut de plus en plus que l'opinion nationale, que la société civile se mette au devant, y compris s'il le faut contre le gouvernement. Nous sommes à un niveau où le gouvernement a besoin de sentir dans son dos les populations. Ça va le conforter et je pense que même la communauté internationale, ceux qui ne sont pas de bonne foi, n'oseraient pas aller
contre l'opinion nationale. Comment transformer l'essai très rapidement avant de Moi, poursuivre? je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas sur pas ce de plateau polémique. pour défendre Pas un de gagne-pain. pas de polémique. Pas de polémique. Je ne défends pas un gagne-pain. Et aujourd'hui, je suis dans l'obligation, comme personne ne défend un comme Ok. Alexis le disait Ouais. tout à l'heure, que la société civile doit au besoin être sur le dos du gouvernement. Et dans mon rôle de société civile Il est aujourd'hui, dans le dos. et c'est ce rôle-là que j'essaye en tout cas de jouer. Donc c'est pas des idées de quelqu'un. D'accord? Maintenant, au-delà de ça, la solution aujourd'hui que nous avons reste la décentralisation. Rendre effective la décentralisation. Nous avons des problèmes. Nous avons quelques années d'exercice de la décentralisation qui a montré d'énormes lacunes. D'abord dans la conception de cette décentralisation et dans la mise en application de cette décentralisation. Avec l'absence de transfert de ressources, avec l'absence avec le manque de ressources humaines dans nos administrations pour justement porter le développement. Donc c'est cela qu'il faut revoir et non aller vers un référendum qui en réalité remet en cause l'intégrité que nous sommes en train de défendre. C'est ce que il n'arrive pas à comprendre et c'est ce qu'il doit comprendre. C'est votre justement. point de vue, Adama Dramé. Pour conclure cette question, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, mais justement, je l'ai dit, il faut maintenir le rythme. Et s'il Ouais. le faut, tous les matins, il faut marcher pour dire à la communauté internationale et même au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe à Alger. Nous ne sommes pas d'accord. Et ce qui est sûr et certain, moi, je suis désolé qu'on ait changé assez de rythme, enfin de comportement sous le gouvernement Tatamli par rapport à Mara. Oumar Tatamli, dans le gouvernement Tatamli, on avait quand même compris qu'il fallait laisser pourrir la situation. Et ça commençait même à énerver les rebelles. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, la seule solution de ce problème-là reste une solution militaire. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Et c'est pour cela que les rebelles à Alger ont monté la barre très haut. Et aujourd'hui, il faudrait que la population civile maintienne ce rythme-là. Pour dire qu'on un dernier mot, s'il te plaît. Non, Chana, s'il te un plaît. dernier mot. Le réalisateur me précise précision. qu'on a 20 minutes pour 15 minutes pour conclure l'émission, Chana, s'il te plaît. Le Fonds monétaire international, troisième thème de cette émission, vient d'achever une mission d'évaluation au Mali. 2 semaines durant, les enquêteurs du FMI ont épluché les audits menés par le bureau du vérificateur général et la section des comptes de la Cour suprême. Alexis Kalambri ont dit que la mission a été positive, fructueuse. Partagez-vous cette appréciation? Oui, mais pas dans les mêmes proportions. Hein. En fait, la mission a montré que nous avons piché dans notre orthodoxie financière. Je pense que on s'est corrigé, on a corrigé. Il y avait qui étaient des erreurs, il y a d'autres qui ne l'étaient pas, qui étaient faits sciemment. Je pense qu'on doit aller à une suite judiciaire pour certains cas, mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas attendre que d'autres viennent nous le dire. Donc, pour résumer, la mission a été bien en ce sens que ce que la presse disait depuis des moments, ils sont venus confirmer et le gouvernement a corrigé. Donc, finalement, il y a eu un gentleman agreement qui fait que, bon, tout semble bientôt rentrer dans les ordres. Chana Takiou. Oui, tu me permets, je réponds à Etienne d'abord avant de partir. Parce que on a dépassé ce point-là. D'accord, on Un continue, débat, non. c'est une trajectoire. Une trajectoire, mais Voilà, ok. il est en train de rabaisser le niveau du débat par souvent des petites attaques. Je peux en faire tout à l'heure. Non, Tu non, vas non, pas non, non, s'arrêter. non, non, C'est non, toi c'est qui pas as la parlé peine. de- Mais Ce je continue. n'est pas la peine. Mais je continue, Alexis, vous comprenez. Continuons. ok. Hein, il baisse le niveau Tout à du débat fait. par des C'est actes. toi qui as Continuons, fait des continuons. attaques personnelles Continuons, en continuons. disant que je vais chercher des Ok. idées de quelqu'un. Chana Parce que Takiou, si je allez-y. n'étais pas Par en rapport au désaccord. FMI. Voilà. Par rapport au Je ne FMI. vais Par chercher rapport des au idées FMI. Etienne, s'il vous plaît. Par Oui. rapport au FMI. Par rapport au FMI, moi je pense que la mission a été fructueuse. Elle a été fructueuse d'abord parce qu'elle a permis au gouvernement de corriger la malgouvernance au niveau des finances. Donc elle a été fructueuse à ce point de vue-là. Parce que grâce au FMI, on a détecté une monstruosité au niveau du ministère des Forces armées et de sécurité où le gouvernement était en train d'acheter, d'équiper nos forces armées et de sécurité
pour leur permettre d'aller se battre. À ce même moment, il y a eu des cadres et des commerçants véreux qui suçaient le sang des Maliens à travers une surfacturation jamais égalée dans notre pays. C'est dans cette optique-là que sous la pression du FMI et sur instruction du Premier ministre, le ministre de la Défense a annulé 11 contrats totalement ou partiellement. Et moi, j'ai fait les calculs parce que j'ai pu trouver les décisions des 11 contrats sur le site de Serge Daniel. Je fais le point des contrats annulés totalement ou partiellement. Ça m'a donné 33,6 milliards pour 11 contrats. Okay. Et ce ne sont pas n'importe quelle société. 11 sociétés. Certains ont été créés même en 2013 pour pouvoir capter des marchés de 2014. Donc il y a eu délit d'initié. Okay. Tangara, tu me laisses continuer dans ma lancée? Ok, très rapidement. Okay. On aura le temps de développer. Ok, bon, concluez. Concluez. Je vais revenir, je vais réagir après. Je laisse Adama le grand frère Adama, qui connaît très bien le dossier également. Moi, je dis que la presse malienne, elle est à féliciter. Ce n'est pas les FMI qui a découvert ces malversations-là, c'est nous, presse malienne, qui l'avons annoncé. Ils l'ont dit, le représentant, M. Atom l'a dit, que c'est grâce à la presse qu'ils ont constaté. J'en suis très fier, parce qu'à un moment donné, on a essayé de nous démentir. Ouais. Mais toujours est-il que cette émission a été très fructueuse. Mais cependant, il y a la reprise qui va se faire peut-être, je dis bien peut-être en décembre, parce que... Pourquoi peut-être? Peut-être parce que le chef de mission, M. Christian Ghost, que j'ai rencontré, a été très clair lors de la conférence de presse à laquelle Charles n'était pas, malheureusement. Il y avait un représentant hier. Et il a dit que la reprise est assujettie à l'application stricte des recommandations des FMI. C'est-à-dire, le gouvernement a fait un grand pas en rectifiant la loi, l'article 8, qui était en passe-partout, et l'application, l'arrestation de certaines personnes qui ont commis des malversations. Des sanctions, disons. Non, ils ont parlé des arrestations. Ils ont parlé d'arrestations parce que ce que, contrairement à... Voilà, des suites judiciaires. Parce que, mais quand quelqu'un vole, vous avez dit que c'est de la surfaction, mais c'est du pénal, là. Ouais, en français facile, la surfacturation, c'est du vol. On est au pénal, c'est du vol. C'est du vol, on est au pénal. Donc, ils ont demandé aussi la publication intégrale des deux rapports. Et ce n'est qu'à l'aune de cela que le conseil d'administration du FMI appréciera en décembre. Ok, d'accord. Sur ce point, Etienne Fakaba Sissou, avant de développer la question. On ne pouvait pas mieux espérer. Parce que, comme je l'ai dit ici il y a 2 semaines, que le fait qu'on ait annoncé cette reprise met à l'aise le Mali et fait en sorte que les autres partenaires qui s'étaient retirés à la suite du FMI ont aujourd'hui la possibilité, ont aujourd'hui les garanties nécessaires pour revenir. Mais ce qui est malheureux dans cet événement, c'est la perte des 29 milliards de surfacturation ou de vol, si vous voulez. Elle n'est pas perdue, elle n'a pas été volée. Le Mali n'a déboursé aucun franc. Pour l'instant, on laisse Etienne terminer. Chacun aura un tour. Vous aurez un nouveau tour de parole. Je suis et je demeure imperturbable. Deuxième chose, ça donne aujourd'hui. Moi, sur votre plateau, j'avais dit au moment de la mise en place de ce gouvernement qu'il y avait de sérieux problèmes par rapport à la tête de certaines personnes dans ce gouvernement. Et notamment Soumaïl Boubé. Je ne dis pas qu'il est responsable de ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était son département qui est aujourd'hui épinglé. Donc, le gouvernement a la chance de revenir sur 2 slogans forts qui nous avaient dit lors de leur mise en place. D'abord, la lutte contre la corruption. C'est une chance aujourd'hui qu'on ait la possibilité de lutter efficacement contre la corruption en donnant l'exemple. Deuxième chose, ça c'est par rapport à l'impunité. Parce que ces gens-là ne peuvent pas rester comme ça. Il faut que les poursuites soient engagées et que les rapports qui doivent être publiés publiquement sur les sites le soient effectivement. Que des gens aillent en prison pour servir d'exemple à tous ceux-là qui veulent s'essayer à de telles pratiques. Justement, un tour sur la page Facebook du débat du dimanche avec ce message de Malik Ndiaye. Les rapports du FMI montrent que les soldats maliens ont des chaussettes anti-balles que même les Marines américains n'ont pas, puisque achetés à 22 000 francs CFA. C'est vrai, c'est un peu marrant. C'est beaucoup plus grave. Bon, c'est un peu marrant. Moi, je dis, c'est-à-dire que il y a eu un rapport provisoire du bureau du vérificateur général. La Cour suprême, à travers la section des comptes également, a fait un rapport. Pour le moment, nous n'avons pas le rapport définitif. Et c'est le rapport provisoire qui a été exposé.
avec le rapport définitif, parce que pour qu'il y ait un rapport définitif, il y a le principe du contradictoire, qui est un élément fondamental, voire indispensable d'un contrôle. Soumaïlou Boubei Meiga n'était pas là au moment où, semble-t-il, où le rapport était sorti. Donc maintenant, il a en sa possession le rapport. La loi lui donne 1 mois pour répondre. Et à la suite de ces réponses-là, le vérificateur général ou la section de la Cour des comptes va revoir sa copie. Mais en attendant, le ministre des Finances l'a dit, l'a répété au cours de la conférence de presse que par rapport à la surfacturation estimée à 29 milliards, elle a dit, elle a affirmé, elle a soutenu que les 29 milliards que l'État n'a pas déboursé un franc. Parce que Gostar, qui avait le contrat de 69 milliards, devrait être payé sur 4 ans. Et la première année devrait être 2013. Il se trouve qu'il n'y a pas de dotation budgétaire suffisante pour payer Gostar. Donc il n'a pas été payé. Et avec la mission du FMI, on a enlevé la partie surfacturée estimé à 29 milliards. Donc on a maintenu ce qui est supposé être le vrai montant du contrat. Et conclusion sur la révision à la baisse des prix des contrats surfacturés a permis de ramener le montant de 134 à 54 milliards. Le fossé, il est encore large. Je reviens à ce que j'ai dit. Moi, je suis à la conférence de presse. C'est moi qui ai posé la question à Madame le ministre pour lui demander à quel moment l'État malien s'est rendu compte des surfacturations. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Exactement. Elle me dit que c'est à partir du moment où ils ont constaté que Gustar a encaissé plus de 3 milliards au niveau de la Banque Atlantique. Parce que Gustar est endossé à une dette de garantie de 100 milliards du gouvernement. Aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est pour cela que le marché n'a pas été... Ok, on laisse terminer. Gustar n'a pas de... Gustar a un seul contrat de 69 milliards. Parmi tous ces contrats évalués à 134 milliards, Gustar a un seul contrat de 69 milliards où il y a eu des surfacturations de 29 milliards. Mais ce qui est sûr et certain, à l'heure où je parle, et souvent les informations qu'on a eues, dans la garantie, aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards qui sont sortis et qui ont été distribués à des très proches d'autres autorités du régime. Ça, c'est la raison pour laquelle... On laisse Dramé terminer. C'est la raison pour laquelle la délégation du FMI a insisté sur les poursuites judiciaires. Parce qu'il y a eu un nombre de dérapages. Ok, très rapidement. C'est tout à fait normal que quand il y a surfacturation, il y a malgouvernance, il y a détournement, qu'il y ait des poursuites. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour les autres, si tu as vu les décisions, les décisions d'annulation du ministre, les 11 contrats, on a demandé, parce qu'il y a eu des fournisseurs qui ont eu 30% d'avance de démarrage. On a demandé que ces fournisseurs remboursent les avances de démarrage. On attend. On a demandé qu'ils remboursent. On laisse maintenant Etienne réagir. On a demandé qu'ils remboursent. On calme. Sur la décision du s'il vous plaît. Chana et Dramé, donc, s'il vous plaît, merci. Et ce n'est pas parce que Adama est sur le plateau, mais moi je tenais quand même à remercier le Sphinx et à féliciter quand même pour le travail abattu. Parce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et contrairement à ce que Chana dit, Gostar a touché de l'argent. Et ce je n'ai jamais dit que vous n'avez pas touché. Allez-y. Quand je dis que l'argent doit être remboursé, tu as dit personne n'a touché de l'argent. J'ai dit, madame dit par rapport aux 29 milliards que n'a pas été remboursé. C'est madame qui l'a dit, c'est pas moi. C'est bon. Et moi, je te dis à toi, Chana, et à madame le ministre. Je vais vous donner la parole. Je vous donne la parole après. Je te dis, Chana, à toi et à madame le ministre, que Gostar a touché de l'argent. Minime soit-elle la somme. 100 milliards et 10 milliards. Maintenant, au niveau des contrats, le gouvernement est à féliciter pour avoir quand même annulé ces contrats. Il n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, même si le gouvernement n'avait pas le choix quand même, mais il est dos au mur. Exactement. Mais il faut aller au-delà de ça. Et tous ceux-là qui se sont rendus coupables de ça, je le répète, ces gens-là doivent être traduits devant la justice. Et ce n'est pas l'engagement du gouvernement, il faut que ça soit effectif parce que le peuple malien suivra. Une précision, contrairement à ce qu'il a dit, c'est vraiment un engagement du gouvernement pour avoir les 12 millions de dollars prévus en décembre. Cela dit, j'ai dit ici, je répétais et je le maintiens, parce que j'ai eu les 12 décisions du ministre de la Défense, que je publie d'ailleurs demain.
il dit en article 2 ou 3, tous les gens qui ont reçu une avance, donc, ils le remboursent. Les 30% seront remboursés. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a pas reçu. J'ai dit ceux qui ont reçu doivent rembourser. Ok, on va essayer de continuer. Une question que je vais poser à Alexis Kalambri. Voilà, qu'on va poser à Alexis Kalambri. Alexis Kalambri, maintenant, quelle est la raison d'être de nos structures de contrôle? Avec la pléthore, est-ce qu'il faut que les gens quittent Washington pour venir montrer aux Maliens, voilà, dans tel ministère, il y a des insuffisances, au niveau de tel département, il y a surfacturation? C'est quand même dommage avec la pléthore de structures de contrôle. Non, si vous avez vu... le FMI n'était pas venu? Non, le FMI n'a pas fait les enquêtes. C'est des structures maliennes internes qui ont mené les enquêtes. J'en viens, qui ont la qualification et qui travaillent aux normes internationales. Ce qu'il y a à déplorer, c'est que peut-être encore une question de gouvernance et de faiblesse des institutions. Ceux-ci, malgré toute la polémique qu'il y avait, ne se sont pas autosaisis de la question. Il a fallu que le FMI vienne en fasse une conditionnalité. Seulement, au lieu de payer une structure internationale, on a reconnu que le vérificateur travaille aux normes internationales. On a reconnu que si vous avez vu la section des comptes de la Cour suprême a produit un rapport. Autre question que je vais vous poser à vous. 2014, année de la lutte contre la corruption, la mission du FMI et après, est-ce que ce n'est pas une occasion inouïe de concrétiser c'est du pain béni pour Ibeka, cette pour année décrétée année de lutte c'est contre la corruption? Oui, je pense qu'on a là une bonne opportunité pour sévir à d'autres niveaux. Parce que, effectivement, le fait, c'est vrai que la loi n'est pas rétroactive, mais le fait d'avoir changé l'article 8 au niveau du Code des marchés publics permet, sans être rétroactif, au moins de vérifier certains marchés qui sont en cours depuis Tatamli, on a une loi sur l'enrichissement illicite qui permet effectivement à l'État de pouvoir travailler sérieusement. Par extrapolation, est-ce qu'il ne faut pas transposer l'enquête au niveau de tous les départements sans exception? Parce que le Mali courant, le nouveau Mali dont on parle tous, c'est un peu cela. Je crois qu'ils l'ont promis, mais est-ce que ils iront jusqu'au bout? Je ne le pense pas, parce que les personnes qui sont impliquées dans ces magouilles vraiment sont quasiment intouchables. Et pour revenir à ce que j'ai dit, Charana, le marché de Guiostar n'a pas été annulé. C'est le seul marché qui a été maintenu. Je dis les 11. Et dans ce marché, Madame Fidi m'a répondu qu'il y a eu 3 milliards qui ont été décaissés. Mais d'après nos enquêtes, il y a plus de 10 milliards qui sont déjà partis. Et c'est à cause de ce marché que le Premier ministre Omar Tatambi a démissionné. Ça, je le maintiens. Pourquoi? Entre autres, si. Parce que tout simplement, il a monté ses verbalisations au président de la République et il a demandé automatiquement un remaniement ministériel qu'il a refusé. Okay. Donc, on parle le même langage, je vais apporter des précisions. Mais après, Etienne, si on parle un à un doucement, les téléspectateurs vont mieux comprendre que c'est une émission de décryptage. On parle doucement un à un. Etienne, ensuite. Merci. Contrairement à ce que Adama disait tout à l'heure, moi je m'en tiens au propos du président de la République qui dit que personne ne sera au-dessus de la loi pendant son mandat. Et l'occasion lui est donnée justement de prouver cela. Que malgré que ce soit, si c'est vraiment ses proches, malgré que ce soit des gens très haut placés, il a cette occasion-là de faire face à cela. Et dernière chose, ça c'est par rapport même à la méthode de gouvernance, par rapport aux hommes choisis. Parce que cette affaire décrédibilise l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de ce gouvernement. Donc si nous voulons... L'ensemble du Mali. L'ensemble du Mali, exactement. Et nous, y compris. Donc si nous voulons aller jusqu'au bout, c'est l'ensemble du gouvernement qui doit être démis et remplacé par un nouveau gouvernement pour lancer le nouveau cap, pour donner un nouveau visage à notre Mali. Ça, on a le dernier mot là-dessus. Le dernier mot, c'est-à-dire que là où je suis d'accord avec Etienne, c'est que pour une fois, Ibeka a du pain béni. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Ibeka a du pain béni pour vraiment crédibiliser la lutte contre la corruption. Vraiment, il a du pain béni. Je pense qu'il doit sévir. C'est bon pour le pays,
c'est bon pour son image, c'est bon pour sa réputation et c'est bon pour la suite Tangara, du mandat. Cela dit, je vais venir à Biostar. Moi, j'ai parlé de 11 contrats annulés. Le seul contrat qui n'a pas été annulé, c'est bien celui de Biostar. Parce qu'il y a eu des décaissements terribles. C'est bien celui de Gostar. Et Gostar, ça fait 69 milliards. Et selon les informations que les autorités officielles ont données, notamment Madame la ministre des Finances et même le représentant du FMI, c'est-à-dire que la partie surfacturée sur Gostar, qui est 29 milliards, cette partie-là a été supprimée. Donc, on a maintenu, on a défalqué du 69 milliards le montant surfacturé estimé à 29 milliards. Maintenant, le reste, suit son cours. Okay. Sinon, les 11 autres contrats ont été totalement et partiellement... En français facile, quel que soit ce qui est dit, que les téléspectateurs notent qu'il y a eu malversation. On a parlé de tout, sauf l'avion présidentiel, qui a été un véritable pataquès. Heureusement que le président de la République même l'a reconnu. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et je salue l'esprit patriote de mon ami, le vérificateur, qui n'est pas parti chercher ailleurs. Il a tout simplement dit qu'il a fait des simulations de prix et que ces prix sont de l'ordre de 30 à 40 millions. Donc, le prix est bon. Bon, ça, c'est dans la fourchette. Bon. Okay. Très sincèrement, ce n'est pas un rapport. Ce n'est pas un rapport. Okay. Mais je crois que c'est pour protéger le président de la République. Non. On a 5 minutes pour conclure l'émission. L'ex-président français Nicolas Sarkozy. Malheureusement, on ne peut pas tout discuter au cours de ce plateau. C'est trop court, 45 minutes. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a signé son retour en politique par un message sur sa page Facebook. Au candidat à la présidence de l'UMP fin novembre, il se positionne d'ores et déjà pour la présidentielle de 2017. Sa campagne, il la voit comme une longue marche. Dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy précise sa stratégie. Première étape de la reconquête, l'UMP. Il veut rénover son parti de fond en comble. Je vais changer le nom du parti, mettre en place une nouvelle organisation, installer une relève. Sur le terrain aussi, la campagne a démarré. Premier tractage ce matin dans le centre de Paris. L'accueil est mitigé. Le nouveau départ. Oui, c'est pas un retour. Moi, c'est l'arrivée qui m'intéresserait. Le nouveau départ. Ce que j'aimerais à tous les hommes politiques de retour du milieu demain, qui nous parlent de nous, mais pas de leur restructuration, dont on sait que ce sont des combats internes, de nous. À Bordeaux ce matin, Alain Juppé, lui, persiste. On va en parler là. Je sais bien qu'aujourd'hui le match a commencé et que le tacle commence. On essaie de faire croire que je n'irai pas jusqu'au bout. Ah ben je viens d'apporter la démonstration. Vous le verrez en 2016 et en 2017. Dans son fief de Neuilly, les partisans de l'ancien président sont eux impatients de repartir en campagne. Voilà pour introduire le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique. Un tour sur la page Facebook de l'émission. À tout hasard, ce post de Emmanuel Ezekiel Samaké qui dit le retour de Sarkozy sur la scène politique est une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique et notamment pour le Mali. Exactement. Réaction, Étienne Fakabachi. Et je partage tout à fait cette analyse parce que ce que nous sommes en train de gérer est parti de la Libye. La Libye qui a été malheureusement bombardée sous l'impulsion de la France de Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui que ce même homme revienne aux affaires, qui est d'ailleurs très peu probable, parce qu'il va gagner certainement la présidence de l'UMP, mais les prochaines élections, même si ça paraît compliqué pour Hollande, je ne vois pas comment un Sarkozy pourrait être réélu. Donc aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, on s'était réjoui de son départ et aujourd'hui qu'il revienne, c'est d'abord pour sauver sa tête parce qu'il est quand même très sollicité par rapport à des dossiers judiciaires. Donc il veut se camoufler derrière son parti pour échapper à tout cela. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, son retour. Adam Andramé, une très mauvaise nouvelle aussi. Une très mauvaise nouvelle, mais ce qui est sûr et certain, il y a 65% des Français qui ne souhaiteraient pas son retour. Et ce qui est sûr et certain également, il dit qu'il va tout changer. Il peut tout changer, mais lui, Nicolas, ne peut pas changer. Et ce qui est sûr et certain, c'est que je connais un peu le peuple français, c'est un peuple très cultivé politiquement, et je ne pense pas qu'il accepte de revoir quelqu'un qui a échoué littéralement lors de son quinquennat.
Et pour terminer, je dirais que Sarkozy peut gagner comment on appelle l'UNP, comment le primaire de l'UNP, mais ce qui est sûr et certain, ce serait étonnant qu'il revienne. Sarkozy n'est pas de Gaulle. Oui, Alexis. Oui, c'est vrai que Sarkozy fait beaucoup de politique, disons, politique spectacle, et c'était prévisible un retour. Déjà, l'autre jour, en lisant le livre de Valérie, merci pour ce moment, il y a effectivement un témoignage de Carla au moment de la passation qui disait que son mari ne peut pas vivre sans la politique et qu'elle est sûre qu'il ne prendra pas de retraite. Donc, même reconquérir l'UMP va être difficile de mon point de vue. Mais à la limite, je pense qu'effectivement, tout ça, c'est pour sauver sa tête, quoi. Oui, Chana Takiou. Bon, Sarkozy est un homme dynamique, un homme actif, qui a des idées, qui est une force de proposition. Contrairement à tout ce que mes confrères disent, parce qu'aujourd'hui, les sondages français disent qu'il peut conquérir la tête de l'IMP, mais il perdrait la présidentielle. Mais nous sommes à combien d'années de la présidentielle? 2 ans. Les sondages évoluent, les propositions, les discours des gens également évoluent par rapport à la réelle politique. Les Français, ce n'est pas comme nous là. Donc vraiment dire que c'est sûr et certain, je ne suis pas d'accord pour qu'on nous dise ici qu'on est certain que Sarkozy ne serait pas président. Il ne faut pas l'enterrer. C'est probable. Il ne faut pas l'enterrer. Okay. Il est fort possible que Sarkozy soit élu de nouveau parce que Hollande est en train d'échouer. Et dire que Sarkozy a échoué un quinquennat, non. Le quinquennat de Sarkozy a été brillant. A été brillant pour les Français. Il a été élu pour les Français. Si ça n'a pas été brillant pour les Africains, c'est le problème des Africains. Il n'a pas été élu pour les Africains. J'ai dit, on n'a pas réélu. Cela ne signifie pas que le quinquennat a été un échec parce qu'il n'a pas été réélu. Ok, Dramé, ensuite Étienne. C'est bon, c'est compris. J'ai dit, on est revenu sur la scène politique. Parce qu'au niveau de l'UMP, ça pose problème. Il y a assez de difficultés au sein de sa famille politique. Et au niveau de la gestion de l'État français, Sarkozy baisse, Hollande pèse tous les jours dans les sondages. Et c'est tout à fait normal qu'il sorte la tête. D'accord. Hein, pour venir avec vivacité comme il sait le faire, avec dynamisme et action. Adama Dramé à présent. Il gagnerait. Je dis que Sarkozy n'est pas de Gaulle. Je connais le peuple français est quand même un peuple très, très éveillé. Je ne pense pas que le retour de ce gars serait une comédie pour les Français. Et je crois que l'histoire ne se répétera pas. D'accord. Étienne Fakaba, ce n'est pas Étienne Fakaba en tant qu'analyste qui dit que le bilan de Nicolas Sarkozy est un échec. Pas que pour l'Afrique, mais pour le peuple français. C'est le peuple français qui l'a déposé lors des élections présidentielles passées. Donc son bilan, c'est le peuple qui l'a jugé. Non. Laisse-le terminer. Tu as parlé, il t'a pas coupé. Non, mais tu le laisses. Laisse-le parler. Ça fait partie du débat. Et deuxième chose que... Non, il essaie de me distraire, ce qui ne marchera pas. Et deuxième chose, ça c'est au niveau de l'évolution de la situation politique en France. Même si aujourd'hui, le bilan de Hollande est très chaotique, il faut le reconnaître. Je vois très mal comment un Hollande se représenterait à sa propre succession avec un bilan très néfaste et laisser son Premier ministre, par exemple, aujourd'hui, qui a toutes les chances de remporter une élection face à un Sarkozy. Parce qu'ils ont presque les mêmes penchants, les mêmes orientations. Une dernière question là-dessus à Alexis Calambri. Les gens pensent que Sarkozy, c'est un bouclier contre l'arrivée du Front National en 2017. Hollande, il est au plus bas dans les sondages, ceux d'impopularité jamais égalés. Sans Sarkozy, aujourd'hui, beaucoup de Français pensent que... Oui, mais en même temps, oui, c'est vrai que le Front National est sur une lancée qui peut présager une arrivée, surtout qu'ils ont été au deuxième tour déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Hollande, il ne faut pas l'enterrer vite. C'est un dangereux tribun. Non, encore que il a le sang de la répartie, il est un grand tribun et il est capable de rebondir. Donc je pense que tout est encore possible. Ok, tout est encore possible. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche.
Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chargé de cours à l'Université de Bamako, Alexis Kalambri des Échos, Adama Dramé du Sphinx et Shana Takiou du 22 septembre. Merci de l'avoir suivi. Le débat continue sur notre page Facebook. À dimanche prochain.